Bonjour ma personne, c'est la Nuit Santé et aujourd'hui nous parlons des effets directs liés à la consommation excessive d'alcool sur notre cerveau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait qu'on comprenne clairement ce que c'est que la notion de boire modérément. Alors, boire modérément, c'est 2 verres standards par jour, mais pas tous les jours, ou bien par occasion, mais avec une étendue sur la durée lorsque tu es une femme, et 3 verres standards lorsque tu es un homme. Mais dans notre contexte camerounais, nous ne connaissons pas réellement ce que c'est que les verres standards ou bien les verres d'alcool, mais nous connaissons plus les bouteilles de bière. S'il faudrait assimiler un verre d'alcool à une bouteille de bière, on dirait une canette de bière équivaut à un verre d'alcool. Et j'espère que tu sais que 2 canettes de bière équivaut à une bouteille de bière. Mais ce n'est pas parce qu'une canette de bière équivaut à un verre d'alcool que une canette de bière équivaut à un verre standard. Le fait qu'une canette de bière soit équivaut à un verre standard dépend du type de bière que tu consommes. Parce que tu t'imagines bien que les concentrations d'alcool contenant les différentes bières sont différentes. Donc, elles varient en fonction de la bière que tu consommes. Je vais te prendre l'exemple de l'origine. Une canette d'origine est équivalente à un verre standard et demi. Et de même, une bouteille d'origine serait équivalente à 3 verres standards d'alcool, ce qui est normal. Maintenant, prenons le cas de la Guinness. Une canette de Guinness serait équivalente à 2 verres standards d'alcool. Ce qui fait qu'une bouteille de grande Guinness devrait être équivalente à 4 verres standards d'alcool. J'espère que tu sais que lorsque tu prends le volant avec une quantité d'alcool sanguine supérieure à la normale, tu es en infraction. En fait, la concentration sanguine normale, c'est 0,5 g par litre de sang. Et le fait que tu consommes le nombre de verres standards décrit ici correspond à la concentration sanguine normale en alcool que tu devrais avoir. Bon, c'était une parenthèse. Revenons au sujet principal de notre vidéo, qui sont les effets directs liés à la consommation excessive d'alcool sur notre cerveau. On appelle encore une consommation excessive ou bien une intoxication à l'alcool une alcoolisation aiguë. Et il existe 2 types d'alcoolisation aiguë. Nous avons la consommation excessive et ensuite nous avons le binge drinking. Le binge drinking, c'est le fait de consommer au moins 4 verres pour les femmes et au moins 5 verres pour les hommes durant un intervalle de temps très court, c'est-à-dire 2 heures environ. Bon, la plupart d'entre nous ont déjà été atteints de l'alcoolisation excessive parce que, en gros, l'alcoolisation excessive, c'est l'ivresse. Mais cette alcoolisation excessive devient dangereuse lorsque les occasions de boire se multiplient, lorsque tu ne peux pas faire une fête sans ressortir de cette fête-là ivre, lorsque tu n'arrives plus à contrôler ta consommation. Et là s'installe donc la dépendance. Il existe 2 types de dépendance. Tout d'abord, nous avons la dépendance psychologique. Bon, en fait, les individus qui pratiquent le binge drinking sont dépendants psychologiquement. Et lorsque cette dépendance psychologique est répétée à long terme, elle se transforme en dépendance physique. C'est-à-dire, tu deviens alcoolique parce que les individus qui sont dépendants physiquement, ce sont les alcooliques. Mais d'où vient cette dépendance-là? Cette dépendance est simplement due au fait que l'alcool, c'est une drogue. Une drogue présente 3 caractéristiques fondamentales. Une drogue est une substance psychoactive, c'est-à-dire elle agit sur notre cerveau et modifie nos comportements et nos perceptions. Une drogue a une action hédonique, c'est-à-dire elle te procure du plaisir, une sensation de bien-être. Une drogue a une action addictive, c'est-à-dire elle te fait croire que sans elle, tu ne peux pas vivre. Et on retrouve toutes ces caractéristiques sur l'alcool. Et tu dois savoir que la drogue est bien plus forte que ta simple volonté d'arrêter de boire si tu es saoulard, ou bien d'arrêter de fumer si tu es fumeur, ou bien d'arrêter de prendre de la cocaïne si tu es drogué, quoi. Donc, cela nécessite un accompagnement si tu es déjà dans ce stade-là de dépendance. Alors, pour pouvoir aller plus loin, pour que je t'explique les effets de l'alcool sur notre cerveau, il est essentiel que tu comprennes quelques notions de neurobiologie. Alors, ma personne, dans ton cerveau, il existe un certain type de cellules qui sont différentes des autres cellules de ton corps sur le plan morphologique que sur le plan physiologique, c'est-à-dire
sur le fonctionnement. Donc, ces cellules sont formées d'un corps cellulaire qu'on appelle encore soma et d'un prolongement ou bien d'un type de prolongement qui reçoit le message nerveux que l'on va appeler dendrite et d'un autre type de prolongement qui achemine ou bien qui renvoie le message nerveux à un autre neurone que l'on va appeler axone. La zone de jonction entre deux neurones ou bien entre une dendrite et un axone est appelée synapse. Le message nerveux est transmis de manière électrique dans le neurone et de manière chimique dans la synapse. La substance chimique qui transmet le message nerveux dans la synapse est appelée neurotransmetteur ou encore neuromessager. Le neurotransmetteur ou neuromessager est libéré par le neurone 1 qui va aller se fixer au niveau du neurone 2. Ainsi, le message nerveux sera transmis. Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs dans ton cerveau qui sont utilisés ou bien qui sont libérés en fonction du message qui doit être transcrit. Alors, maintenant que tu sais ça, nous pouvons continuer. Bon, ma personne, je t'ai précédemment parlé des différentes actions qu'a une drogue sur notre santé. Je t'ai parlé de l'action psychoactive, c'est-à-dire cette faculté qu'a la drogue d'agir sur notre cerveau, de modifier nos perceptions et nos comportements. Je t'ai également parlé de l'action addictive, c'est-à-dire cette faculté qu'a la drogue de nous faire croire que l'on ne peut pas vivre sans elle. Je t'ai également fait part de l'action hédonique, c'est-à-dire cette faculté qu'a la drogue de nous donner du plaisir, de nous faire ressentir du plaisir. Alors, dans ton cerveau, il existe un circuit qui, à chaque fois que tu exerces, que tu exécutes une activité qui est favorable à la pérennité de l'espèce, s'active et te récompense. Bon, les actes qui sont favorables à la pérennité de l'espèce peuvent être manger, se reproduire, etc. Alors, donc chaque fois que tu manges, le circuit s'active et te fait yamou. De même, lorsque il s'active et te fait également yamou par le biais d'un neurotransmetteur que l'on va appeler dopamine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la drogue alcool? Celui-ci va détourner ce circuit et multiplier la production de dopamine par 200. Donc, ce qui fait que lorsque tu bois, tu y as un mot plus. Donc, tu y as un mot fois 200. En fait. Alors, mais la drogue n'agit pas seulement sur ce circuit de la dopamine. Il agit également sur d'autres neurotransmetteurs qui sont les amphétamines, la sérotonine, le GABA, le glutamate, et etc. Mais son action sur les sérotonines et les amphétamines sont compensatrices car son action se fait plus ressentir sur le GABA et le glutamate. Je t'ai précédemment expliqué que les neurones servaient à transmettre l'information partant le cerveau et le corps. Alors, pour qu'un neurone puisse transmettre une information nerveuse, celui-ci doit être activé. Et lorsque un neurone est activé, pour que d'autres neurones ne gênent pas la communication ou bien ne perturbent pas le transfert de l'information, ceux-ci sont inhibés ou bien ceux-ci sont bloqués. Alors, le neurotransmetteur qui permet d'activer les neurones, c'est le glutamate. Et le neurotransmetteur qui permet d'inhiber ou bien de diminuer l'action des neurones, c'est le GABA. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la drogue alcool? Celui-ci rompt l'équilibre entre ces deux substances, entre le GABA et le glutamate. La substance active de l'alcool, c'est l'éthanol. Lorsque tu bois, il te faut environ 10 minutes pour que l'alcool atteigne ton cerveau et que les effets de l'ivresse commencent à se ressentir. Donc, après 10 minutes, l'éthanol va aller se fixer au niveau des récepteurs du GABA. Il va les ouvrir et il va favoriser la sortie du GABA. De même, il va aller se fixer au niveau des récepteurs du glutamate et les fermer. Ce qui va faire qu'on aura une hausse du GABA et une chute ou bien une baisse du glutamate. Je t'ai précédemment dit que le GABA inhibait l'activité des neurones. Donc, il est responsable du ralentissement de l'activité des neurones. Et que le glutamate servait à activer les neurones, c'est-à-dire à augmenter l'activité des neurones. Ce qui va faire que plus tu vas boire, plus l'activité de ton cerveau va être ralentie. Et puisque ces deux neurotransmetteurs sont présents sur tous les neurones, je parle là bien sûr du GABA et du glutamate,
Cela fait que l'alcool n'agit pas non sur un neurone, mais sur tous les neurones, c'est-à-dire sur tout le cerveau. Donc, il n'est pas comme la nicotine du tabac ou bien la cocaïne qui agissent sur des différentes zones du cerveau spécifiques. Lui, il agit sur tout le cerveau. Ma personne, mais lorsque tu consommes de manière modérée, il y a déjà hausse du GABA, hausse de la dopamine dans ton cerveau. Un seul verre suffit à cela. Un seul. Tu t'exprimes plus aisément, tu as tendance à te surestimer par rapport au danger. Ton sens critique commence à disparaître, tu deviens de plus en plus joyeux, moins vigilant et plus tu bois, plus l'alcool atteint ton cerveau. L'alcool attaque principalement 3 zones de ton cerveau. Tout d'abord, le cortex frontal. En fait, c'est la partie de ton cerveau qui intervient dans ta prise de décision, ton sens logique. En fait, tout ce qui a lieu avec le rationnel chez toi, c'est lui qui gère ça. Ensuite, il attaque ton hippocampe. En fait, c'est la zone de ton cerveau qui intervient dans la fabrication des souvenirs par le biais du glutamate. Donc, le glutamate intervient dans la création des souvenirs. Mais comme je t'ai expliqué, l'alcool bloque, l'alcool empêche la production du glutamate par ton cerveau. Et ensuite, il attaque ton cervelet. En fait, c'est ton cervelet qui est responsable de ta posture debout. C'est lui qui est responsable de l'équilibre. C'est lui qui est responsable de ta manière de marcher. Donc, lorsque celui-ci attaque ton cervelet, on observe chez toi une perte d'équilibre, une démarche titubante. Donc, la démarche est soulard. Là, tu commences à marcher comme un soulard. Alors, lorsque tu bois 2 à 7 verres, ce qui correspond généralement à 2 grandes Guinness, tu as tendance à te surestimer, ton humeur devient joyeuse, ton sens critique commence à disparaître, ton goût, ton ouïe perd en acuité, ce qui fait que tu commences à parler fort. Donc, tu parles fort parce que tu entends moins bien. Ta vision se resserre comme dans un tunnel. Et lorsque tu continues à boire, c'est-à-dire de 8 à 14 verres, ce qui correspond généralement à 4 grandes Guinness, tu entres dans la phase de l'ivresse. En fait, tous les signes et symptômes que je t'ai cités précédemment s'accentuent. Tu deviens moins vigilant, moins réactif, ton humeur joyeuse se transforme soit en colère excessive ou bien en tristesse extrême. Ton sens critique disparaît complètement et c'est là que tu commences à te confesser. Donc tu commences à dire des choses que tu n'aurais jamais pensé ou pu dire lorsque tu étais sobre. Alors, si tu continues à boire au-delà de 14 verres, c'est-à-dire entre 14 et 20 verres, tu entres dans la phase de torpeur. Tu te sens absent du monde, comme si tu étais seul au monde. Tu n'entends presque pas ce que l'on te dit. Lorsque tu essaies de fermer les yeux, tu as un mal de crâne horrible et ça te tourne. Tu deviens de plus en plus agressif et c'est là que beaucoup songent à aller dormir. Mais si tu continues encore à boire, là tu passes à un autre stade, à une autre phase. Tu entres dans la phase de coma éthylique. Tu es ivre-mort. Et si on dit que tu es ivre-mort, c'est parce que ton comportement peut aboutir à la mort. En fait, dans ce stade, ta moelle épinière qui se trouve dans ton tronc cérébral est complètement anesthésiée. Et c'est celle-ci qui commande la respiration, les battements de cœur, etc. Donc, lorsque tu entres dans cette phase-là, ta respiration peut s'arrêter à un moment donné. Tu risques de faire également un arrêt cardiaque et d'ancrer dans une phase de coma. Généralement, lorsque tu atteins cette phase-là, on doit immédiatement t'amener à l'hôpital parce que si on perd du temps, tu es susceptible de mourir. Et tous ces effets-là concernent plus les individus qui ont tendance à faire du binge drinking que j'étais cité précédemment. Je te vois déjà venir avec ton speech, me posant des questions, me disant, mais c'est bien beau Jurel, mais tu vois, moi je consomme 12 grandes Guinness par jour, un casier. Donc les choses que tu me parles de 7 grandes Guinness, 8 grandes Guinness, j'entre dans la phase de coma éthylique, c'est susceptible que je meure. Moi, je n'ai jamais connu ça, je bois des litres et ça va quoi. Bon, laisse-moi te dire que oui, c'est vrai, je n'en disconviens pas, tu as parfaitement raison. En fait, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est juste que ton corps est déjà habitué à l'alcool. Il a développé une tolérance pour celui-ci. En fait, tu es plus susceptible d'être dépendant physiquement à l'alcool, tu vois. Et les symptômes que j'ai évoqués précédemment sont plus pour les individus qui n'ont pas l'habitude de boire comme toi. Et si tu avais vu mon next vidéo où je te parlais du trajet de l'alcool dans l'organisme, tu aurais tout de suite compris que le fait que tu sois tolérant à l'alcool n'est pas bien, mais plutôt néfaste pour ta santé. Et avec tout ce que je t'explique dans cette vidéo, tu comprends donc qu'il est dangereux de prendre de l'alcool au volant,
puisque tes réflexes diminuent, ta vigilance diminue, ton temps de réaction est très court, ta vision se resserre comme dans un tunnel. Cela voudrait dire que tu ne vois plus bien et tu auras tendance à te surestimer par rapport au danger, ce qui augmente grandement les risques d'accident de la circulation. Et même si tu te disais, non, je ne vais pas conduire, je vais plutôt marcher à pied. Le pourquoi lorsque tu bois, tu marches bizarrement, tu n'as pas de l'équilibre. Il se pourrait donc que tu tombes dans un caniveau sur la tête, que tu te fendes le crâne et décèdes, ou bien que tu te casses la colonne vertébrale et finis soit tétraplégique ou meurs. Je t'ai également dit que l'alcool était une drogue. Et comme toute drogue, après la consommation, il y a des symptômes de sevrage. Donc, le lendemain après ta consommation d'alcool, tu auras des symptômes de sevrage qui seront l'anxiété, donc tu seras plus anxieux. Tu auras des violents maux de tête, tu auras la gueule de bois et durant la journée, tu seras très déprimé. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces symptômes de sevrage, tu vas aller chercher ta bouteille de bière ou bien ta bouteille d'alcool et boire dans le but d'être moins anxieux et moins déprimé. Sauf que l'alcool rend plus anxieux. Donc là, tu vas finir de boire, tu as encore les symptômes de sevrage, tu vas encore aller boire et ainsi de suite. Donc tu vas te retrouver dans un cycle qui ne va pas finir, à moins que tu décides de te faire soigner ou bien de te faire accompagner dans ton processus de guérison. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si tu aimes, tu peux faire ça, liker, partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir de plus en plus de vidéos de ce type. À toi de jouer et surtout, porte-toi bien.